Alors, on va voir que ce système, malheureusement, va conduire probablement, même certainement, à la ruine de la majorité, mais que si on commence à bien comprendre les systèmes, eh bien, il y a des opportunités, non seulement de protéger son patrimoine, mais également de s'enrichir grâce à ce système qui est assez pernicieux, on va le voir. Alors, tant que tant que la monnaie était sous forme de pièces d'or ou d'argent ou même de cuivre, eh bien c'est ce qu'on appelait de la monnaie non fiduciaire. Pourquoi? Parce que c'est une monnaie qui avait une valeur intrinsèque, c'est-à-dire une pièce d'or a une réelle valeur intrinsèque, de même qu'une pièce d'argent et même une pièce de cuivre. Et l'avantage des métaux précieux, c'est que l'augmentation de volume de la monnaie était limitée par la production des mines d'or, d'argent et de cuivre. Donc en quelque sorte, c'était un garde-fou par rapport à la création monétaire. Mais aujourd'hui, on vit à l'ère de la monnaie fiduciaire. Alors fiduciaire, ça vient du latin et ça veut dire confiance. Donc c'est une monnaie dont la valeur intrinsèque est proche de zéro, donc un billet de banque, le coût de fabrication d'un billet de banque c'est quelques centimes. Donc la valeur intrinsèque est quasiment nulle et donc tout repose en fait sur la confiance des utilisateurs par rapport à cette monnaie. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'Union européenne, dans la zone euro, les billets de banque sont créés par la Banque Centrale Européenne. Et finalement, c'est grâce à l'État qui va légaliser cette monnaie, voire même obliger ses citoyens à l'utiliser, qui fait que cette monnaie devient légale et relativement digne de confiance. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans le système actuel, c'est que 90% de l'argent n'est absolument pas créé ni par la BCE ni par les États, mais l'argent est créé sur un système d'argent-dette, de crédit. Alors, je m'explique. Si par exemple, Monsieur X décide d'acheter une maison mais qu'il n'a pas le cash nécessaire, eh bien il va aller à la banque et il va par exemple faire un emprunt. Donc je vais prendre un exemple de 100 000 euros à 4% sur 25 ans. Donc il va faire cet emprunt à la banque. Et que va faire la banque? Eh bien, la banque va créer de l'argent à partir de rien. Donc c'est une simple écriture, donc aujourd'hui c'est une écriture électronique. Donc elle va simplement créer cet argent. Ça paraît extraordinaire, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Alors, la banque, d'un côté, elle crée l'argent, et de l'autre, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va prendre une garantie sur le bien de Monsieur X. C'est-à-dire que si Monsieur X, à un moment donné, est incapable de payer ses mensualités, eh bien, la banque aura le droit de saisir la maison de Monsieur X. Alors, c'est vraiment un privilège extraordinaire pour les banques d'avoir cette possibilité de créer de l'argent à partir de nulle part. Et comment les banques gagnent de l'argent? Eh bien c'est simple, dans notre exemple, le gain de la banque va être de 54 000 euros d'intérêt payés par Monsieur X pendant 25 ans. Alors qu'a fait la banque? Est-ce qu'elle a créé de la richesse? Non, ce n'est pas elle qui a construit la maison. Les 100 000 euros, elle les a créés comme ça, aussi rapidement qu'un claquement de doigts. Et elle va gagner 54 000 euros d'intérêt. Voilà, donc c'est assez extraordinaire comme métier. Et malheureusement, vous n'avez pas le droit de créer votre propre banque. Mais si vous pouviez, eh bien, je vous assure que vous deviendriez riche assez rapidement, puisque vous pourriez prêter, par exemple, de l'argent à votre conjoint et lui réclamer 54 000 euros d'intérêt sur les 100 000 euros prêtés que vous n'avez pas, mais que vous avez créé par la grâce, pas de Dieu, mais par le privilège accordé aux banques. Donc, le business bancaire est vraiment un métier extrêmement profitable. Alors, il y a un point qui est fondamental et que peu de gens comprennent, mais qu'il faut absolument que vous compreniez,
c'est que la banque ne crée que le capital. Donc, quand M. X va faire un prêt à la banque ne crée que les 100 000 euros de capital emprunté. Alors que M. X, lui, il doit rembourser non seulement les 100 000 euros, mais également les 54 000 euros d'intérêt. Et il faut comprendre que ces 54 000 euros d'intérêt n'existent pas. C'est une simple dette de M. X contractée envers la banque, mais ces 54 000 euros dans le système global monétaire n'existent pas. Donc si on regarde ça d'un point de vue global, 90% de l'argent est créé de cette manière, c'est-à-dire que ce sont les agents économiques qui s'endettent auprès des banques. Les banques créent l'argent à partir de rien, mais l'agent économique qui s'endette doit lui payer non seulement le capital, donc ça il va le rembourser à la banque et la banque va détruire l'argent, mais il doit également payer les intérêts sur ce capital emprunté. Et ces intérêts n'existent pas. Donc en fait, quand on regarde le système global, l'ensemble de l'argent, ce n'est pas de la monnaie, c'est de la dette. Avant, en fait, quand les États créaient la monnaie avec des pièces d'or, donc ils prenaient de l'or, ils créaient des pièces, et donc ça créait la monnaie. Hein. Mais aujourd'hui, l'argent, 90% de l'argent qui est en circulation, c'est en réalité une dette vis-à-vis des banques. La logique de tout ça, c'est quoi? C'est que si tous les agents économiques remboursaient tous leurs emprunts, tous en même temps, aujourd'hui, eh bien il n'y aurait plus d'argent. En tout cas, 90% de l'argent disparaîtrait. Donc en clair, il n'y aurait plus d'argent en circulation. Donc c'est pour ça que le mythe de rembourser les dettes, c'est un mythe. Pourquoi? Parce que c'est impossible. Sinon, le système en fait, monétaire disparaîtrait d'un coup d'un seul. Mais même si tous les agents économiques remboursaient tout le capital restant dû, il resterait quand même les intérêts et il n'y aurait plus d'argent, mais les gens devraient quand même encore de l'argent aux banques, c'est-à-dire les intérêts qui, eux, n'existent pas. Donc ça, c'est vraiment un point qui est fondamental, c'est pour ça que je passe du temps là-dessus. Alors, pour vous donner une idée des volumes, simplement en France, par exemple, en 2011, le volume de prêts donné par les banques a été d'environ 160 milliards. 160 milliards d'euros. Donc, alors tous les prêts ne sont pas sur 25 ans, ils ne sont pas tous à 4%, mais si allez, disons que ça génère, ces 160 milliards de prêts génèrent 80 milliards d'intérêts qui n'existent pas dans le système, mais qui sont bien dus par Monsieur X, Y, par l'entreprise A, B, C, par l'État français, mais aussi par les autres États, etc. Donc vous voyez que 160 milliards, c'est beaucoup d'argent, et 80 milliards, ça fait beaucoup d'argent, surtout quand il n'existe pas. Alors tout ça, c'est quoi? C'est un schéma de Ponzi. C'est-à-dire que pour payer les intérêts qui n'existent pas, le seul moyen, c'est de créer de l'argent. Et comment on crée de l'argent? Eh bien en créant de nouvelles dettes. C'est pour ça que le système actuel a toujours besoin de plus de dettes. Pourquoi? Parce qu'il faut payer les intérêts qui ont été créés avant et qui n'existent pas. Donc la dette est nécessaire pour que ce système continue de fonctionner. En réalité, les nouveaux prêts vont tout simplement créer l'argent nécessaire pour payer les anciens prêts. Et c'est pour ça que nous sommes dans un système où il est obligatoire d'avoir de la croissance qui est au moins égale au taux d'intérêt des emprunts. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas assez de croissance, eh bien, il n'y a pas assez d'argent créé. Et s'il n'y a pas assez d'argent créé, eh bien, ça amène aux faillites et finalement à un effondrement du système financier dans son ensemble. Alors le bilan, c'est simple, puisqu'il faut toujours plus de dettes, et puisque le système, les acteurs économiques doivent toujours plus d'argent aux banques, eh bien nous sommes sur une montagne de dettes, tout le monde est endetté, que ce soit les particuliers, les entreprises, les banques, tout le monde doit de l'argent aux banques. Et comme il n'y a pas assez d'argent qui a été créé par rapport aux intérêts, eh bien c'est quelque chose sans fin. La seule fin possible d'un tel système, c'est l'effondrement complet. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, on a une stagnation, c'est-à-dire même pas une récession, mais simplement une stagnation, c'est-à-dire que l'activité ne croît plus, mais est stable.
Eh bien, si l'activité est stable, eh bien, elle ne crée plus assez de dettes pour payer les dettes précédentes. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un certain nombre d'acteurs qui font faillite, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus rembourser leurs emprunts. Si je prenais mon exemple de tout à l'heure, vous avez 160 milliards de prêts et 80 milliards donc d'intérêts qui n'existent pas, forcément, il y en a qui vont faire défaut sur leurs prêts. Donc comment ça se passe quand il y a une stagnation? Eh bien en général, ça commence plutôt par les particuliers, par ceux qui ont peu de moyens, qui sont toujours sur la corde raide et qui ont fait par exemple un emprunt chez Cofidis ou un emprunt à la consommation, ou comme aux États-Unis pendant la période des subprimes qui se sont endettés pour acheter des maisons surévaluées et qui n'ont pas les moyens de payer leur traite. Et donc ça, au bout d'un moment, un certain nombre de particuliers vont faire faillite, malheureusement, vont faire défaut sur leur emprunt. Plus il y en a, plus ça détruit de la monnaie. En effet, à ce moment-là, si le particulier devait par exemple 80 000 euros à la banque, eh bien la banque va devoir passer une provision, enfin une perte de 80 000 euros, puisque l'emprunteur ne les remboursera jamais. Comme la banque déclare des pertes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle va avoir moins de possibilités de faire de nouveaux prêts. Comme elle va moins prêter, eh bien d'autres acteurs, donc d'autres particuliers, mais aussi par exemple des commerçants, des artisans, qui ont besoin de l'argent, eh bien, ou de nouveaux prêts pour continuer à fonctionner, eh bien ces commerçants par exemple vont faire à leur tour défaut. Et comme ça va générer de nouvelles pertes pour les banques, eh bien elles vont de nouveau restreindre le crédit. Et ça va se propager partout. Et donc après, ça sera les PME qui vont faire défaut, les entreprises un peu plus grandes qui vont faire défaut, les États qui vont faire défaut. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé en 2007-2008, donc pendant la faillite de Lehman Brothers. Alors ça a commencé par les subprimes, c'est-à-dire qu'un ensemble de particuliers aux États-Unis ne pouvaient plus rembourser leurs dettes et donc ont fait défaut. Et bon, le schéma est un peu plus compliqué que ça, mais ça a fini par la faillite d'un gros acteur, donc Lehman Brothers, qui a fait faillite. Et c'était un domino, c'est-à-dire que toutes les banques auraient dû faire faillite à ce moment-là, mais les États les ont sauvés. Alors, quand par exemple Monsieur X fait défaut, qu'est-ce qui se passe en réalité? Eh bien, la banque récupère les actifs. C'est-à-dire que quand Monsieur X fait défaut, il ne peut plus payer sa traite, eh bien, la banque va récupérer sa maison. Alors, quand on fait le bilan, c'est assez simple. La banque, elle a prêté de l'argent qui n'existait pas. Monsieur X en a remboursé une petite partie et il a également payé des intérêts. Donc la banque a gagné quand même les intérêts. Et la banque va récupérer la maison de Monsieur X. Donc finalement, la banque qui n'a créé absolument aucune richesse va récupérer l'actif réel, tangible, la richesse. Et c'est ce qui fait que, par exemple, aux États-Unis, mais aussi en Espagne et en Grèce, les banques deviennent des propriétaires, les plus gros propriétaires d'immobilier, puisque à force que quand les particuliers font faillite, eh bien, la banque récupère les biens. Malheureusement, c'est ce qui risque aussi d'arriver en France. Parce qu'il faut bien comprendre, quand il y a une dépression économique, comme en Grèce par exemple, mais aussi comme en Espagne ou aux États-Unis, eh bien, la richesse tangible, les maisons, elles ne disparaissent pas. Les maisons, elles sont toujours là. Donc en fait, quand il y a une dépression, c'est un transfert de richesse. C'est-à-dire que c'est la banque qui prend les actifs et le particulier, lui, il est ruiné. Voilà. Donc ce qu'il faut bien comprendre dans une dépression économique ou dans une simple crise ou dans une récession, c'est pas qu'il y a moins de richesse. Je veux dire, le nombre de maisons aux États-Unis n'a pas baissé. Il y a toujours autant de maisons aux États-Unis. Simplement, le propriétaire est différent. Avant, c'était Monsieur X, et après la crise des subprimes, eh bien, c'était la banque qui lui avait prêté de l'argent. Alors, les banques ne se contentent pas de récupérer l'immobilier, parce qu'il n'y a pas que les particuliers qui font faillite. Il y a également les entreprises qui font faillite. Donc une entreprise, elle a aussi des actifs.
Et il y a également les États, et c'est ce qui est en train de se passer en Grèce par exemple. L'État est propriétaire d'un certain nombre de biens, d'infrastructures, d'aéroports, de ports. Et comme l'État grec il, il est en faillite, hein, donc l'État grec est en faillite, donc qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de vendre les bijoux de famille pour pouvoir récupérer de l'argent et payer ses dettes aux banquiers. Et donc, eh bien, les États aussi finissent par vendre les bijoux de famille. Et donc, les multinationales et les banquiers récupèrent tout ça. Alors en France, c'est également le cas, hein, vu que l'État est en déficit depuis 1973, eh bien, il y a eu un certain nombre de privatisations, on pense notamment aux autoroutes. Donc il faut rappeler que les autoroutes ont donc été financées par vos impôts ou les impôts de vos parents ou grands-parents, donc par le contribuable. Et une fois qu'elles ont été construites, eh bien l'État surendetté les a vendues, en tout cas les concessions, et donc les profits vont aller dans la pocket de certaines multinationales. Voilà, alors c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que les banques aiment aussi non seulement la guerre, mais aussi aiment les dépressions, parce que c'est vraiment une période où elles récupèrent un certain nombre de richesses, comme ça. Tac. Donc c'est ce qui s'est passé par exemple en 1929. Hein. En 1929, la vraie histoire, c'est que la Federal Reserve a complètement contracté le crédit. Donc la quantité monétaire, la masse monétaire américaine s'est contractée de 1/3, de 33%. Et donc tout le monde a fait faillite en gros. Et comme les initiés, donc les JP Morgan, les Rockefeller, etc., ce sont eux qui contrôlent la Fed, et donc ils étaient préparés, c'est-à-dire qu'ils avaient vendu, ils avaient vendu toutes leurs actions, ils avaient acheté de l'or et gardé du cash, ils ont attendu que tout s'écroule, et ça leur a permis de récupérer, de racheter leurs concurrents, les petites banques. Voilà, donc c'était un transfert de richesse. Donc il faut bien comprendre qu'une dépression économique, c'est pas perdu pour tout le monde, c'est juste un transfert de richesse d'un certain nombre d'acteurs vers les autres. Alors, l'autre avantage des dépressions et des récessions, c'est que les États sont dans la panade, ils sont surendettés comme aujourd'hui, et donc la solution, hein, au bout d'un moment, c'est quoi la solution? C'est soit d'augmenter les impôts, soit d'augmenter les impôts. Donc c'est ce qui se passe en ce moment. Donc c'est ce que j'appelle un racket fiscal. Comme l'État est surendetté depuis 1973 et que sa dette ne fait que augmenter, et bien au bout d'un moment, il faut trouver de l'argent, et les États, ils font le sale boulot, c'est-à-dire qu'ils vont racketter leurs citoyens, leurs contribuables. Le deuxième racket, qui est beaucoup moins visible, c'est le racket monétaire, c'est-à-dire ça consiste à créer de l'argent à partir de rien. Donc c'est ce que fait notamment la Federal Reserve aux États-Unis, mais c'est ce que commence à faire également la Banque Centrale Européenne. Donc si par exemple vous avez 1 milliard en circulation et que vous créez un autre milliard, eh bien ça veut dire que le milliard ne vaut plus que la moitié. Donc ça veut dire que vos euros ne valent plus que la moitié. En fait, 1 euro vaut toujours 1 euro, mais là où avant vous pouviez acheter un croissant avec 1 euro, eh bien après l'inflation et la dévaluation monétaire, il vous faudra 2 euros pour acheter le même croissant. Donc ça, c'est un racket qui est beaucoup plus pernicieux parce que il est beaucoup moins visible. Donc les gens le sentent. Quand on parle d'inflation, par exemple, à 2%, c'est complètement faux, évidemment. La vraie inflation, elle est plutôt à 4, 4,5%. Finalement, les gens, ils ne la voient pas parce que, allez, disons que l'inflation est à 5%. Votre croissant qui valait 1 euro, dans un an, il vaudra 1,05 euros. Donc les gens, ils voient bien que ça augmente, mais bon, ça passe. Hein. 5% par an, c'est quoi? C'est une courbe exponentielle. Hein. Donc quand vous faites 5% par an, vous faites le calcul, et bien au bout de 15 ans, vos prix ont doublé. Alors, on assiste en ce moment à une
perte de pouvoir des États, voilà, puisque les États sont complètement surendettés, eh bien, ils dépendent totalement de leurs créanciers et donc des banques. Et c'est ce qui se passe par exemple en Grèce. En Grèce, l'État est surendetté, il est en faillite, et donc si on ne lui prête pas quelques milliards tous les 3 mois, eh bien, il est totalement en faillite. Et donc ça, c'est assez pratique parce que quand l'État est en faillite, il n'a pas vraiment le choix. C'est comme un ménage surendetté, on ne lui donne pas le choix de s'en sortir. On lui dit, bah voilà ce qu'il faut faire. Il faut vendre les bijoux de famille. Et dans le cadre des États, il faut augmenter les impôts, baisser les salaires des fonctionnaires, baisser les prestations sociales, baisser le montant des retraites et tout vendre à prix bradé. Donc voilà ce qui se passe en ce moment, notamment en Grèce, et on peut raisonnablement anticiper le fait que c'est ce qui va se passer en France. Alors in fine, quand même, quand tout le monde fait faillite, les banques aussi finissent par faire faillite. C'est ce qui se passe en ce moment en France. Si vous suivez l'actualité, le Crédit Immobilier de France a fait faillite. Mais quand les banques font faillite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on la laisse faire faillite, eh bien, ça veut dire que toutes les autres banques vont faire faillite. Quand vous détruisez une quantité de monnaie prodigieuse parce que les banques possèdent d'énormes actifs et chaque banque doit aux autres banques beaucoup d'argent, eh bien, si on laisse faire une banque faillite, eh bien, il y a un effet domino. Donc les banques les plus faibles vont commencer à faire faillite, et ensuite les banques les plus fortes vont faire faillite également. Donc c'est pour ça que il faut sauver le soldat Ryan. Donc le Crédit Immobilier de France a été sauvé par l'État, par l'argent du contribuable, donc par vos impôts, merci. Je ne sais pas si l'État vous enverra en fin d'année une carte de remerciement, je ne pense pas, il vous enverra certainement votre avis d'imposition. Et donc c'est pour ça que les banques sont sauvées, comme en 2008-2009, par les États. Elles sont également, vu que les États ils commencent à être aussi dans la panade, eh bien, elles sont également sauvées par la BCE. Et tout ça, finalement, ça correspond à un sauvetage des contribuables et des épargnants. Alors, on parle beaucoup d'inflation et de déflation. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on a les deux. D'un point de vue nominal, on a de l'inflation. Pourquoi? Parce que on a de la création monétaire. Donc, il suffit de regarder la masse monétaire globale pour voir qu'il y a plus d'argent dans le système. Donc ça génère de l'inflation. Quand on crée de la monnaie, ça fait perdre la valeur de la monnaie et ça génère l'inflation des prix. Mais en même temps, on a, vu que l'économie ralentit, et voire même est en récession, voire en dépression, eh bien, on a également un certain nombre de faillites et de destructions monétaires. Et pour éviter que tout le système s'écroule, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on crée de nouveau de l'argent via la Banque Centrale Européenne, via les États, et donc ça génère encore plus de création monétaire. Donc même quand on a de la destruction de monnaie, on a comme conséquence la création de nouvelles monnaies pour éviter que tout s'écroule. Et tout cela va mal finir, probablement va finir en hyperinflation. Les Français ne connaissent pas vraiment ce que c'est l'hyperinflation. En Europe, il n'y a que les Allemands qui semblent s'en souvenir. Et l'hyperinflation, on ne va pas en discuter aujourd'hui parce que ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais c'est également tout simplement un transfert de richesse vers des épargnants vers ceux qui sont proches du robinet, on va dire, de liquidité. Alors le constat aujourd'hui, c'est que les caisses sont vides, tout le monde est endetté, les États sont surendettés, les caisses de retraite sont vides, les caisses de la sécurité sociale sont vides depuis longtemps, et donc l'État est obligé de s'endetter simplement pour faire fonctionner la sécurité sociale. De l'autre côté, donc on a la mondialisation qui génère donc du chômage, c'est-à-dire que quand il n'y a plus de droits de douane, eh bien forcément les entreprises ont tendance à délocaliser leur production dans des pays à bas coût, ça c'est la logique évidente. Et donc le chômage, il profite à qui? Il profite surtout aux entreprises, aux multinationales, et ça permet de mettre la pression sur les salariés et surtout d'éviter d'augmenter leur salaire.
Et donc c'est pour ça que c'est extrêmement difficile en tant que salarié d'augmenter son salaire parce que tout est fait pour que les salaires stagnent. Donc on a une stagnation des revenus, on a une baisse de l'épargne parce que les revenus stagnent et les prix augmentent, et globalement on a une baisse du pouvoir d'achat des ménages. Alors si avec ça, maintenant il y a également un aspect démographique qui est extrêmement important et qui est pourtant peu pris en compte. Pourtant la démographie c'est vraiment l'avantage, c'est qu'on sait à l'avance ce qui va se passer. Donc il faut comprendre que on a eu le baby boom donc de 45 à en gros 75 et donc on voit sur cette pyramide que le baby boom c'est la partie qui est plus large que le reste. Et donc les premiers baby boomers donc, qui sont nés en 45 et donc qui ont aujourd'hui 67 ans, 67, 68 ans, eh bien partent à la retraite. Et il faut bien comprendre que quand quelqu'un part à la retraite, il a tendance à consommer beaucoup moins. Hein. C'est comme ça. Et également, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir de 70 ans environ, les dépenses de santé augmentent de manière exponentielle. Et qui dit dépenses de santé, ça veut dire que le baby boomer qui commence à plus être en bonne santé, eh bien, il va retirer, il va avoir besoin d'argent. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre ses actifs. Et ces actifs, c'est quoi? C'est l'immobilier, la bourse, les assurances-vie. Donc, quand les premiers baby boomers commencent à vendre, bon, c'est pas très gênant, hein, il y a toujours encore un noyau dur de gens, d'actifs, de 40 à 60 ans, qui achètent. Mais plus le mouvement va s'accélérer, et vous voyez bien qu'il n'y a pas assez de jeunes pour racheter les actifs des baby boomers, et qui vont devenir des papy boomers. Donc ça, c'est une épée de Damoclès sur l'ensemble des actifs qui sont détenus par les baby boomers et donc sur l'immobilier, la bourse, les assurances vie. C'est inquiétant et c'est pour ça que, en termes de bourse, je vous le déconseille fortement. C'est pour ça que l'immobilier commence à vaciller et c'est pour ça que les assurances vie commencent à plus être aussi sûres qu'avant. Alors, si on résume la situation globale, les monnaies perdent de la valeur, on a une inflation au niveau des prix parce qu'il y a une création monétaire, on a une déflation des actifs. Alors quand je parle de déflation, c'est la déflation au niveau réel. On a une inflation nominale du prix parce qu'il y a de plus en plus d'argent qui est créé, mais en termes réels, la valeur des actifs baisse. On a une baisse des prestations sociales, retraite et services de l'État. Et donc, d'un point de vue individuel, on a une baisse du pouvoir d'achat, on a une baisse du pouvoir d'achat de l'épargne, et ce qui est certain également, c'est que les retraites sont largement insuffisantes pour vivre. Alors, quand je parle d'inflation, l'inflation, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas bien. Ils se disent juste que les prix augmentent. Bon. Mais il faut bien regarder l'inflation en termes d'épargne, à quoi ça correspond. Sur ce schéma, vous voyez, eh bien, les gens, quand ils voient le cash, ils disent ça rapporte 0. Donc, c'est plat sur la courbe. Ils voient que le livret A, ça rapporte 2,25, donc ça monte un peu. Le gouvernement leur dit que l'inflation est à 2%. Chaque année, l'INSEE se débrouille pour que ça fasse à peu près 2%. Et donc quand les gens ont de l'argent sur le livret A, ils se disent finalement je ne perds pas d'argent, j'en gagne pas, mais j'en perds pas. Donc ça c'est la vision qu'ont les gens et évidemment elle est totalement faussée. Si maintenant on prend les vrais chiffres de l'inflation, qui sont plutôt à 4,5% par an et qui ont de fortes chances d'augmenter dans les années à venir, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 4,4% d'inflation, si vos placements font moins que 4,4%, ça veut dire qu'ils perdent en pouvoir d'achat. Donc quelqu'un qui a du cash, en réalité, il ne fait pas 0% de performance, il fait moins 4,4% de pouvoir d'achat chaque année. Et comme les intérêts composés, c'est magique, mais c'est magique dans les deux sens, eh bien ça veut dire que au bout de 15 ans, en gros, le cash a perdu la moitié de son pouvoir d'achat.
Donc ce sont des données vérifiables. Il suffit de voir 15 ans en arrière. Qu'est-ce que vous pouviez acheter 15 ans en arrière avec, par exemple, 100 francs, hein? Et qu'est-ce que vous pouvez acheter aujourd'hui avec 16 euros? Eh bien, vous verrez qu'avec 100 francs, on achetait, il y a 15 ans, 2 fois plus de choses, et 2 fois plus, je suis vraiment gentil, qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est la réalité de l'inflation. Et donc, c'est pour ça que je dis souvent dans un certain nombre d'articles que le livret A, c'est un moyen sûr, et un moyen sûr de s'appauvrir. C'est tout simplement que quand vous avez votre livret A qui est à 2,25% et que vous avez l'inflation qui est à 4,5%, eh bien, vous perdez 2,25% de pouvoir d'achat chaque année. Donc, encore une fois, 2,25% sur un an, c'est pas beaucoup. Mais au bout de 15 ans, ça fait à peu près 20 à 25% de perte de pouvoir d'achat. Donc, vous me direz, ça reste raisonnable. Mais si vous avez bien compris où on en est aujourd'hui au niveau de l'inflation, on est plutôt sur une courbe exponentielle et on s'approche dangereusement de la partie verticale et les chances sont malheureusement grandes et inéluctables que l'inflation s'accélère et augmente. Et donc ça a un impact aussi sur les retraites. Pourquoi? Parce que il faut bien comprendre que les retraités, le montant des pensions est indexé sur l'inflation publiée par l'INSEE. Donc c'est pour ça que l'État a tout intérêt à minimiser le chiffre officiel de l'inflation parce que un certain nombre des prestations d'État, dont les retraites, sont indexées sur le chiffre officiel de l'inflation. Et le problème, c'est que si le coût réel de la vie augmente chaque année plutôt de 4,5% que de 2%, eh bien ça veut dire que petit à petit, les retraités perdent du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que leur pension de retraite leur permet d'acheter de moins en moins de choses. Et donc, ça touche évidemment les retraites les plus modestes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des retraites, par exemple, qui sont d'un montant, je ne sais pas, de 500 ou 600 euros par mois. Et aujourd'hui, donc à l'époque, il y a 20, 30 ou 40 ans, avec 500 ou 600 euros par mois, vous pouviez vivre correctement. Aujourd'hui, avec 500 ou 600 euros par mois, il n'y a que les étudiants qui arrivent. Donc ça, c'est un vrai problème. Et donc là, sur cette courbe, on voit que les revenus, donc à l'âge de la retraite, il y a une grosse chute. Hein, donc plus le temps va passer, plus les caisses de retraite vont être vides, plus la chute va être sévère. Et de l'autre côté, vous avez une augmentation continue et qui s'accélère du coût de la vie. Et donc c'est ce qui fait que il y aura un gros problème pour les retraités qui auront des revenus inférieurs tout simplement au coût de la vie. Et donc ces retraités, ils vont devoir vendre, pour ceux qui en ont, hein, ceux qui n'ont pas d'actifs, c'est le système D, le RSA, etc. Et ceux qui ont des actifs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont devoir les vendre, tout simplement. Alors l'avenir du système, si vous avez bien compris le fait qu'il n'y a pas assez d'argent créé parce que les intérêts des dettes n'existent pas, donc il y a un déficit structurel d'argent, eh bien un tel système ne peut finir que d'une seule façon, un effondrement total du système. C'est ce qui s'est passé en Chine, c'est ce qui s'est passé en Angleterre, c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis et c'est ce qui se passera en Europe également. Donc nous aurons des faillites d'État, on les a déjà, des faillites bancaires, nous aurons évidemment de la création monétaire à outrance, donc pour retarder je dirais l'échéance, eh bien, on va imprimer de plus en plus de monnaie, et donc plus on imprime de monnaie, et plus la monnaie perd de sa valeur. Donc la vraie question, c'est pas de savoir si le système va s'effondrer, il va s'effondrer, la vraie question c'est de savoir quand. Évidemment, personne n'a la réponse. Moi, je ne suis pas devin, personne n'est devin. On ne sait pas quand le système va s'effondrer, mais on sait qu'il s'effondrera. Donc, la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, et que vous vous posez sans doute si vous regardez cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'il faut faire d'ici là, hein? Qu'est-ce qu'il faut faire entre aujourd'hui et le moment où le système s'effondre? Donc, quand le système s'effondre, on revient à l'âge de pierre et donc c'est le système D. Hein. Voilà, entre aujourd'hui et le moment où le système va s'effondrer, il va s'écouler peut-être des années, peut-être même des décennies, hein, qui sait.
Et donc la question c'est qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce temps-là. Alors, je peux déjà vous donner la réponse, c'est que la très grande majorité des gens ne vont rien faire. C'est-à-dire qu'ils vont faire exactement ce qu'ils ont fait ces 5, 10, 15, 20 dernières années. Ils vont faire exactement la même chose en espérant que ça continue à peu près comme ça a fonctionné jusqu'à présent. Comme ils vont rien faire, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont subir le racket fiscal et monétaire, ils vont subir l'appauvrissement et ils finiront ruinés, comme la grande majorité des gens ont été ruinés sous, par exemple, la République de Weimar en Allemagne dans les années entre les deux guerres, comme l'Argentine, la Russie en 98 pendant leur effondrement, comme la Grèce en ce moment même. Et comme l'Espagne, ils sont au bord de la falaise, et les États-Unis aussi. Alors les États-Unis, évidemment, les médias anglo-saxons déforment totalement la réalité, mais il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, il y a de plus en plus de gens qui ne vivent que grâce aux food stamps, donc les bons alimentaires. Je ne sais plus quels sont les chiffres, mais je crois que c'est 50 millions de personnes sur une population de 200 et quelques millions. Donc ça fait quand même beaucoup de gens qui vont, c'est comme si vous aviez un quart de la population française qui allait manger au Resto du Cœur. Donc voilà. Alors, les Chinois ont un signe dans leur idéogramme là, sur la crise, il y a aussi opportunité. Donc c'est la bonne nouvelle, c'est que dans toute crise, il y a des opportunités. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que dans la crise qui est en train de se passer, il n'y aura pas de juste milieu. Il n'y aura pas une classe moyenne, il n'y aura pas de gens qui vont s'en sortir normalement. Il y aura deux camps. Il y aura la grosse majorité donc, qui va se faire ruiner, et il y aura la toute petite minorité qui va s'enrichir. Et pour savoir ce qu'il faut faire, pour savoir comment s'enrichir, eh bien, il faut déjà bien comprendre le système. Donc j'espère que la vidéo que je vous ai présentée, les vidéos que je vous ai présentées avant, vous aide aujourd'hui à mieux comprendre le système et à voir vers quoi, en tout cas, on s'oriente. Alors, pour apporter des réponses à ces questions, savoir qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour ne pas faire partie des ruinés et des pigeons, mais faire partie des gens qui vont au moins bien s'en sortir, voire même s'enrichir, eh bien j'ai créé une formation, c'est la formation Investisseur Pro. Et dans cette formation, donc je vais vous la présenter dans une prochaine vidéo vraiment en détail. Mais les grandes lignes, c'est quoi? C'est comprendre exactement le système aujourd'hui. Donc on ira beaucoup plus loin que ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Ça va permettre d'anticiper l'avenir et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment placer son argent, quelles opérations sélectionner aujourd'hui pour pouvoir profiter finalement, pas profiter de la crise, mais s'enrichir pendant cette période de crise. Une deuxième partie, ça sera vraiment d'apprendre à gérer son patrimoine de manière autonome, comme un professionnel. Donc on verra l'ensemble des placements aujourd'hui, donc l'immobilier, les assurances vie, les métaux précieux, les SCPI, les pertes, les produits de retraite, les assurances vie, etc. Donc on verra chaque produit et on verra quel est l'impact aujourd'hui du système sur l'avenir de ces produits. Est-ce qu'il faut les souscrire ou pas? Donc ça permettra donc, aux gens qui vont suivre la formation de devenir vraiment autonomes dans leur gestion de patrimoine. Parce que je peux vous dire un truc, si vous suivez les conseils de votre banquier ou de votre assureur, vous finirez ruiné comme lui. Donc voilà, ça sera le programme de la formation Investisseur Pro. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous détailler vraiment l'intégralité du programme, voir qu'est-ce qu'il y a dedans exactement. Et sachez dès à présent qu'il y aura une garantie non seulement de formation, mais il y aura aussi une garantie de résultat, de performance. Pourquoi? Parce que j'ai suffisamment de certitude aujourd'hui pour pouvoir garantir des résultats excellents sur les placements qui seront recommandés. Alors d'ici là, je vous invite à poser des questions. J'ai déjà de nombreux lecteurs qui m'ont posé des questions sur l'avenir du système. Donc je vous invite vraiment à partager vos inquiétudes par rapport au système financier actuel, par rapport à la situation économique. Si vous avez des questions d'ordre personnel, je vous invite également à les poser. Ça me permettra de vérifier
que les réponses sont bien dans la formation et si elles n'y sont pas, d'y intégrer les réponses. Et de m'indiquer finalement de quelle information aujourd'hui vous avez besoin pour prendre les bonnes décisions. Donc je vous invite à poser vos questions dans les commentaires ci-dessous. Et je vous dis à la prochaine vidéo où on verra quel est le programme de la formation Investisseur Pro. Voilà, je vous remercie. Je sais que si vous avez compris l'ensemble des messages de cette vidéo, l'avenir n'est pas spécialement rose. Mais encore une fois, la différence, c'est le savoir. Ceux qui savent, et il y en a qui savent aujourd'hui et qui se sont déjà préparés aux événements qui vont venir, ceux qui savent donc vont s'enrichir, et ceux qui décident de rester ignorants vont être totalement ruinés, comme ça s'est passé en Chine, en Allemagne, en Russie, en Argentine, etc.